Elle, une étudiante humble et innocente, n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait en tombant enceinte du puissant PDG, marqué par la maladie et la solitude. Le bruit du bus bondé se mêlait aux battements accélérés de son cœur. Sophie serrait fermement son sac en simili-cuir déjà usé, tout en observant par la fenêtre embuée les rues de Paris qui défilaient comme une tache grisâtre. À 25 ans, elle avait appris que la vie offrait rarement des chemins faciles, surtout pour quelqu'un né et élevé dans la banlieue Est. La petite maison où elle habitait avec sa grand-mère Céleste se trouvait dans une rue étroite, où le son des télévisions des voisins se mêlait au bruit des voitures et aux cris des enfants jouant sur le trottoir. C'était là, entre l'odeur du café toujours frais qui venait de la cuisine et les histoires racontées par sa grand-mère les dimanches après-midi, que Sophie avait construit ses rêves les plus secrets. Des rêves qui semblaient trop lointains, pour quelqu'un qui travaillait de 7 heures du matin à 5 heures du soir, dans un petit cabinet comptable, gagnant à peine plus que le SMIC. Mais en ce mardi matin, alors qu'elle descendait du bus sur les Champs-Élysées, Sophie portait quelque chose de plus lourd que des rêves reportés. Au fond de son sac, dans une enveloppe froissée, se trouvait un examen qui changerait sa vie pour toujours. Un test positif, 2 petites lignes qui représentaient un bouleversement complet de tout ce qu'elle avait prévu. La grossesse était arrivée comme un ouragan inattendu. Le père de l'enfant, un jeune homme avec qui elle avait eu une relation brève et troublée, avait disparu dès qu'il avait appris la nouvelle. Il n'avait laissé que des messages sans réponse sur son téléphone et l'amère sensation d'abandon que Sophie tentait d'avaler chaque matin. Mais il y avait quelque chose de plus urgent que cette grossesse inattendue. Mamie Céleste, sa grand-mère de 78 ans, souffrait de fortes douleurs à la poitrine depuis plusieurs semaines. Ce qu'ils avaient d'abord pensé être simplement de la fatigue s'était révélé être quelque chose de beaucoup plus grave après les examens à l'hôpital public. Le cœur de la femme qui avait élevé Sophie comme sa propre fille défaillait, et seule une opération coûteuse et complexe pourrait la sauver. 40 000 €. C'était le montant que le médecin avait mentionné presque en chuchotant, comme s'il savait que ces mots seraient comme des poignards pour une famille modeste. 40 000 € que Sophie n'avait pas, ne pourrait pas emprunter et ne savait pas comment obtenir. C'est pourquoi, ce jour-là, elle se trouvait debout devant l'imposant immeuble de verre et d'acier qui abritait le siège de Leroy Entreprises, l'une des plus grandes sociétés du pays. L'édifice de 30 étages reflétait le ciel gris de Paris, créant une image intimidante qui faisait Sophie se sentir encore plus petite qu'elle ne se sentait déjà. Elle avait obtenu ce rendez-vous grâce à Madame Rose, une dame qui travaillait comme femme de ménage dans l'immeuble depuis plus de 15 ans. Madame Rose était amie avec sa grand-mère depuis leur jeunesse, quand toutes deux travaillaient dans une usine textile dans la banlieue sud. C'est elle qui avait mentionné, lors d'une de ses visites hebdomadaires à Mamie Céleste, que le propriétaire de l'entreprise considérait parfois des demandes d'aide dans des cas extrêmes. Elles étaient rares, presque légendaires, mais elles existaient. Sophie ne croyait pas vraiment à cette possibilité. Un homme riche et puissant comme Étienne Leroy ne saurait probablement même pas où se trouvait le quartier où elle habitait. Mais le désespoir ne laisse pas beaucoup de place à la fierté, et elle était désespérée. Le hall de l'immeuble était un cours d'architecture moderne, du marbre brillant, des luminaires au design sophistiqué et une réception qui semblait plus grande que toute la maison de Sophie. Les réceptionnistes, 2 jeunes femmes blondes et élégantes, affichèrent des expressions de dédain à peine dissimulées lorsqu'elle s'approcha, clairement mal à l'aise dans cet environnement. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Étienne. »« Le roi, » dit Sophie, essayant de garder une voix ferme malgré la nervosité qui la consumait. L'une des réceptionnistes vérifia sur l'écran de son ordinateur avec une lenteur délibérée, comme si elle lui faisait une immense faveur. « Non, Sophie Dubois. »« Attendez là-bas, » répondit la jeune femme, indiquant une zone d'attente avec des fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Sophie. Elle s'assit au bord d'un des fauteuils, les mains moites, tandis qu'elle observait des cadres bien habillés passer pressés, parlant au téléphone en anglais ou portant des dossiers en cuir véritables. Tout ici respirait l'argent et le pouvoir, un monde complètement étranger pour quelqu'un qui avait grandi en apprenant à économiser chaque centime. 20 minutes plus tard, un homme en costume impeccable vint la chercher. Il était jeune,
peut-être de son âge, avec des cheveux bien coupés et un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Dubois, je suis Marcel, l'assistant de Monsieur le Roi. Il va vous recevoir maintenant. » L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 30e étage. Sophie sentait son estomac se nouer. Elle ne savait pas si c'était à cause des nerfs ou des premières nausées de la grossesse qui commençaient à se manifester. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva face à un couloir élégant menant à une salle aux portes en bois foncé. Marcel frappa doucement et ouvrit la porte annonçant son arrivée. Sophie entra et se sentit immédiatement encore plus petite. La salle était spacieuse, avec une vue privilégiée sur la ville à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Derrière un immense bureau en acajou, un homme signait des documents, sans lever les yeux. Étienne Leroy était plus jeune qu'elle ne l'imaginait. Il devait avoir un peu plus de 30 ans, des cheveux sombres coiffés en arrière, une barbe de quelques jours qui lui donnait un air à la fois élégant et masculin. Quand il leva enfin les yeux, Sophie sentit un frisson involontaire. Ses yeux étaient un brun intense, presque doré, mais il y avait en eux une froideur qui la fit déglutir. « Asseyez-vous, dit-il, sa voix grave résonnant dans la salle, silencieuse. Sophie obéit, s'asseyant sur une chaise en cuir qui la fit se sentir engloutie. Étienne continua à signer des papiers pendant quelques secondes, une démonstration claire que son temps était plus précieux que le sien. « Madame Rose m'a parlé de votre situation, dit-il finalement, posant son stylo et la regardant directement. « Votre grand-mère a besoin d'une opération. »« Oui, monsieur. » Sophie essaya de garder une voix ferme, mais sentait les mots trembler. « Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident. C'est la seule famille que j'ai. » Étienne l'étudia en silence pendant un moment qui sembla une éternité. Il y avait quelque chose dans son regard que Sophie n'arrivait pas à déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la cruauté, mais une dureté qui suggérait des années de méfiance. « Et vous pensez que je devrais payer pour l'opération d'une personne que je ne connais même pas ?» La question était chargée de scepticisme. Sophie sentit ses joues s'échauffer. Une partie d'elle voulait se lever et sortir immédiatement, blessée par le ton condescendant. Mais l'image de Mamie Céleste allongée dans le lit d'hôpital, pâle et fragile, la maintint en place. « Je ne demande pas la charité, dit-elle, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. Je demande une chance, une opportunité de travailler, de prouver que je mérite cette aide. Je peux travailler. Pour vous jusqu'à rembourser chaque centime. » Étienne se renversa dans son fauteuil, les doigts tambourinant sur la table en bois. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Sophie qui l'intriguait. Il s'attendait à trouver quelqu'un de soumis, implorant la pitié. Au lieu de cela, il voyait une jeune femme qui, même clairement nerveuse et hors de son élément, gardait sa dignité. « Travailler comment ?» demanda-t-il. « Dans n'importe quoi, » répondit rapidement Sophie. « Je connais la comptabilité. Je travaille avec des chiffres depuis 5 ans. Je sais cuisiner, nettoyer, organiser. Je n'ai pas peur du travail. Difficile. Et comment puis-je savoir que vous ne disparaîtrez pas simplement après que j'aurai payé l'opération ?» La question la frappa comme une gifle au visage. Sophie se leva brusquement, les yeux brillants d'indignation. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle, la voix tremblante de colère contenue. Vous ne savez rien de moi ou de ma famille, mais je ne donnerai jamais ma parole pour ensuite fuir. Peut-être êtes-vous habitué à des personnes malhonnêtes, mais je ne suis pas comme ça. » Pendant quelques secondes, le silence dans la salle fut absolu. Étienne l'observait avec une expression que Sophie n'arrivait pas à lire. Puis, étonnamment, il esquissa quelque chose qui pourrait presque être un sourire. « Asseyez-vous, » dit-il plus doucement cette fois. Sophie hésita, mais obéit, les jambes encore tremblantes après la décharge d'adrénaline. « Ma famille a construit cet empire avec un travail honnête, » poursuivit Étienne, sa voix perdant un peu de sa dureté. « Initial. Mon grand-père a commencé avec un petit atelier de mécanique. Mon père s'est étendu à la construction. J'ai transformé tout cela. » Il fit un geste vers la salle autour de lui. « Mais en chemin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient seulement profiter. Cela m'a appris à être prudent. » Sophie acquiesça lentement, commençant à comprendre la froideur initiale. « Je vais payer pour l'opération, » dit Étienne, faisant bondir le cœur de Sophie. « Mais avec des conditions. » Elle retint sa respiration. « Vous allez habiter dans ma maison pendant que vous travaillerez pour moi. Pas comme femme de ménage.
ajouta-t-il rapidement voyant son expression changer, comme assistante personnelle. Vous m'aiderez pour des questions administratives, l'organisation d'agenda, certaines tâches spécifiques. Le salaire sera déduit du montant de l'opération, ainsi que vos frais de logement et de nourriture. Sophie cligna des yeux, essayant de traiter l'information. Habitez dans votre maison? J'ai une grande propriété à Neuilly-sur-Seine. Il y a des chambres d'amis qui restent vides la plupart du temps. Ce serait plus pratique. La proposition était à la fois un soulagement et un nouveau motif d'anxiété. Elle pourrait sauver sa grand-mère, mais elle devrait laisser sa vie derrière elle et déménager dans la maison d'un homme qu'elle connaissait à peine. « Et si je n'arrive pas à m'adapter ?» demanda-t-elle. « Alors vous rentrez chez vous et trouvez une autre façon de payer l'opération » répondit Étienne avec un pragmatisme brutal. Sophie ferma les yeux un moment, pensant à sa grand-mère allongée à l'hôpital, aux factures qui s'accumulaient, à l'enfant qui grandissait dans son ventre et qui aurait besoin de stabilité. Quand elle rouvrit les yeux, elle trouva Étienne encore en train de l'observer. « J'accepte, » dit-elle. « Parfait. Marcel va préparer les documents et organiser le transfert à l'hôpital dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer demain. » Sophie se leva, les jambes encore un peu flageolantes. Elle était presque à la porte quand la voix d'Étienne la fit « S'arrêter. Une dernière chose, dit-il, ne parlez à personne de notre accord. Je préfère garder ma vie privée loin des spéculations. » Elle acquiesça et sortit de la salle, à peine consciente de Marcel l'accompagnant jusqu'à l'ascenseur. Son esprit était un mélange de soulagement, de gratitude et de nervosité. Elle avait réussi à sauver Mamie Céleste, mais maintenant, elle devrait naviguer en eau complètement inconnue. Le lendemain, une voiture noire et élégante vint la chercher chez elle. Le chauffeur, un homme d'âge moyen nommé Georges, fut gentil et discret pendant le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine. Sophie observait par la fenêtre les maisons devenant de plus en plus grandes et luxueuses, à mesure qu'ils s'éloignaient du centre de la ville. La propriété d'Étienne était impressionnante. Un vaste terrain entouré de hauts murs, des jardins, bien entretenus, et une maison moderne de 2 étages, qui ressemblait plus à une demeure sortie d'un magazine d'architecture. Sophie se sentait comme Alice, tombant dans le terrier du lapin, entrant dans un monde complètement différent du sien. Une femme d'âge moyen l'accueillit à la porte. Elle était élégante, avec des cheveux gris attachés en chignon et un sourire chaleureux qui contrastait avec la froideur que Sophie s'attendait à trouver. « Vous devez être Sophie, » dit la femme, tendant la main. « Je suis Hélène. Je m'occupe de la maison depuis de nombreuses années. Étienne m'a dit que vous resteriez ici un certain temps. » Sophie serra sa main, se sentant immédiatement plus à l'aise. « C'est un plaisir de vous connaître, Madame Hélène. Juste Hélène, ma chérie. Venez, je vais vous montrer votre chambre. » La maison à l'intérieur était encore plus impressionnante qu'à l'extérieur. Des espaces vastes, une décoration minimaliste mais sophistiquée, des œuvres d'art au mur et une vue splendide sur le jardin à travers de grandes fenêtres. Sophie essayait de ne pas paraître trop éblouie, mais c'était difficile de cacher son admiration. La chambre qui lui était destinée se trouvait au 2e étage, au bout d'un couloir silencieux. Elle était plus grande que le salon 2. Sa maison avec un lit king size, un dressing spacieux et une salle de bain privative qui semblait sortir d'un hôtel 5 étoiles. « Étienne travaille beaucoup », expliqua Hélène pendant que Sophie posait son unique valise sur le lit. « Il part tôt et rentre tard. Vous ne le verrez probablement pas beaucoup pendant les premiers jours. Il a laissé quelques instructions sur vos tâches initiales. » Hélène remit à Sophie un dossier avec des documents et un agenda détaillé. « Si vous avez besoin de quelque chose, je serai dans la cuisine ou dans la buanderie. Le déjeuner est servi à midi, mais si vous préférez manger à d'autres horaires, il suffit de me prévenir. » Après le départ d'Hélène, Sophie s'assit au bord du lit et regarda autour d'elle. La chambre était belle mais froide. Il n'y avait rien de personnel, rien qui indiquait que quelqu'un vivait réellement ici. C'était comme être dans un hôtel de luxe confortable mais temporaire. Elle ouvrit le dossier qu'Hélène avait laissé et trouva une liste détaillée de tâches. Organiser l'agenda d'Étienne pour la semaine suivante, réviser certains contrats, préparer des rapports financiers basiques. C'étaient des tâches qu'elle pourrait exécuter, mais qui exigeraient de l'attention et du soin. Durant les premiers jours, Sophie vit à peine Étienne. Il partait avant le petit déjeuner et rentrait après le dîner,
quand elle s'était déjà retirée dans sa chambre. C'était comme s'ils étaient des fantômes partageant la même maison, conscients de la présence l'un de l'autre, mais sans se croiser. Les tâches étaient difficiles, mais pas impossibles. Sophie découvrit qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et que son expérience en comptabilité l'aidait à comprendre les documents financiers qu'Étienne devait réviser. Hélène se révéla être une compagnie agréable, toujours disposée à converser pendant les repas et à partager des histoires sur la maison et ses anciens occupants. Ce ne fut que le jeudi de sa première semaine que Sophie et Étienne se retrouvèrent face à face. Elle était dans la bibliothèque du premier étage, organisant des documents quand il entra de façon inattendue. « Comment vous adaptez-vous » demanda-t-il, semblant sincèrement intéressé par la réponse. Sophie se retourna surprise. Étienne semblait différent, loin de l'environnement formel du bureau. Il portait une chemise avec les manches retroussées et il y avait une certaine tension dans ses épaules qui suggérait une journée difficile. « Bien, merci », répondit-elle. « Les tâches sont intéressantes et Hélène a été très gentille, Étienne. » Acquiesça, marchant jusqu'à l'une des étagères et prenant un livre au hasard. « Et votre grand-mère? Comment se remet-elle » La question prit Sophie par surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne ou se soucie des détails personnels. « Beaucoup mieux, » dit-elle, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois depuis des jours. « L'opération a été un succès. Les médecins ont dit qu'elle pourrait rentrer à la maison la semaine prochaine. « Je suis heureux de l'apprendre, » répondit Étienne, et Sophie eut l'impression qu'il était vraiment sérieux. Ils restèrent silencieux un moment, chacun faisant semblant d'être absorbé dans ses activités respectives. Sophie continua à organiser les papiers, mais était intensément consciente de sa présence dans la pièce. « Sophie, » dit finalement Étienne, la faisant lever les yeux, « je sais que cette situation n'est pas conventionnelle. Si vous vous sentez mal à l'aise à n'importe quel moment, vous pouvez me le dire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur qu'elle n'avait pas remarquée avant. Sophie se demanda si la froideur initiale n'était qu'un masque, une protection contre un monde auquel il ne faisait pas entièrement confiance. « Merci, » dit-elle, « mais je vais bien, vraiment. » Étienne l'observa pendant quelques secondes de plus, puis acquiesça et sortit de la bibliothèque, laissant Sophie seule avec une étrange sensation dans la poitrine. C'était comme si, pendant un instant, elle avait vu une fissure dans l'armure qu'il portait, un aperçu de l'homme qui existait derrière l'homme d'affaires impitoyable. Ce soir-là, Sophie dîna seule une fois de plus, mais ne se sentit pas aussi isolée que les jours précédents. Quelque chose changeait dans la dynamique de la maison, quelque chose de subtil, mais perceptible. C'était comme si les murs invisibles qui les séparaient commençaient à montrer les premières fissures. Après le dîner, elle décida de se promener dans les jardins. La nuit était claire, avec quelques étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de la ville. Les jardins étaient bien entretenus, avec des chemins de pierre serpentant entre des parterres de fleurs et des petits arbres ornementaux. Ce fut là, assise sur un banc en bois près d'une petite fontaine, que Sophie permit finalement à la réalité de sa situation de la frapper pleinement. En seulement une semaine, sa vie avait changé radicalement. Elle habitait dans un manoir à Neuilly-sur-Seine, travaillant pour l'un des hommes les plus riches du pays et portant l'enfant d'un père qui l'avait abandonné. C'était effrayant et excitant en même temps. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait comme si elle était au seuil de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer non seulement ses circonstances, mais qui elle était fondamentalement. L'Annecy, bruit de pas sur le gravier la fit lever les yeux. Étienne marchait vers elle, les mains dans les poches de son pantalon, une expression pensive sur le visage. « Excusez-moi, dit-il quand il la vit. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je peux partir. » Sophie commença à se lever, mais il fit un geste pour qu'elle reste assise. « Ce n'est pas nécessaire. C'est une belle nuit. » Il s'assit à l'autre bout du banc, maintenant une distance respectueuse. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, écoutant le doux bruit de l'eau de la fontaine et le murmure lointain du trafic. « Est-ce que votre maison vous manque ?» demanda soudainement Étienne. Sophie réfléchit à la question un moment. « Ma grand-mère me manque, » admit-elle, « mais elle va bien maintenant, grâce à vous. Quant au reste… » Elle haussa les épaules.
C'est une opportunité que je n'aurais jamais pensé avoir. Vous n'avez pas besoin de m'appeler monsieur quand nous sommes seuls, dit Étienne. Étienne, ça va. Sophie acquiesça, sentant une petite barrière être enlevée. Puis-je vous poser une question, dit-elle après un moment. Bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé de m'aider? Je veux dire, vraiment. Il doit y avoir des dizaines de personnes demandant de l'aide tous les jours. Étienne resta silencieux si longtemps que Sophie commença à se demander s'il répondrait. Quand il parla finalement, sa voix était plus basse, plus pensive. « Ma mère est morte quand j'avais 15 ans, dit-il. Cancer. Mon père est resté perdu. Il avait tout construit pour elle, pour nous donner une vie meilleure. Quand elle est partie, il ne savait plus pourquoi il se battait. » Sophie l'écoutait en silence, sentant qu'elle était admise dans un territoire très privé. Il est mort 2 ans plus tard, crise cardiaque. Les médecins ont dit que c'était le cœur, mais j'ai toujours su que c'était la tristesse. Étienne fit une pause, regardant les étoiles. J'ai tout hérité très jeune, et j'ai appris que l'argent peut résoudre beaucoup de problèmes, mais ne peut pas ramener les personnes que nous avons perdues. Je suis vraiment désolé, murmura Sophie, sincèrement touchée par la révélation. Quand vous êtes venu, à mon bureau en parlant de votre grand-mère, j'ai vu quelque chose de familier. Du désespoir, oui, mais aussi de la détermination. Vous ne suppliez pas seulement pour de l'argent, vous vous battiez pour quelqu'un que vous aimez. Ils se regardèrent dans les yeux pour la première fois depuis qu'Étienne s'était assis. Sophie vit en lui une vulnérabilité qui la surprit, une profondeur d'émotion qui contredisait complètement l'image froide qu'il projetait dans le monde des affaires. « Merci », dit-elle simplement, sachant qu'aucun autre mot ne pourrait exprimer adéquatement sa gratitude. Étienne acquiesça et se leva. « Il est tard, dit-il, vous devriez vous reposer. » Sophie l'observa s'éloigner vers la maison, ses pas résonnant doucement sur le chemin de pierre. Quand il disparut par la porte arrière, elle resta assise quelques minutes de plus, traitant la conversation. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qui allait au-delà de l'accord professionnel qu'ils avaient conclu. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là, une connexion qui surgissait de la vulnérabilité partagée, de la reconnaissance mutuelle de 2 personnes qui connaissaient la douleur de la perte. Quand elle retourna finalement dans sa chambre, Sophie se coucha sur le lit king-size, qui semblait encore trop étrange pour être le sien, et pensa à l'avenir. Elle ne savait pas ce que les prochains mois apporteraient, mais elle sentait qu'elle était au début de quelque chose d'important, quelque chose qui changerait sa vie de manière qu'elle ne pouvait même pas encore imaginer. La 2e semaine, dans la maison d'Étienne, apporta des changements que Sophie n'attendait pas. Le lundi matin, il la surprit en apparaissant dans la cuisine pendant le petit déjeuner, élégant comme toujours dans son costume sombre, mais avec une expression qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer complètement. « Bonjour », dit-il, acceptant la tasse de café qu'Hélène lui offrait. « Avez-vous bien dormi ?» Sophie faillit s'étouffer avec le pain qu'elle mangeait. En 10 jours qu'elle habitait là, Étienne n'avait jamais pris son petit déjeuner à la maison. Hélène semblait également surprise, mais ne dit rien, se contentant de sourire et de servir plus de café. « Oui, merci », répondit Sophie, essayant de ne pas montrer la nervosité soudaine qui l'envahissait chaque fois qu'il était près d'elle. « Parfait. » Étienne s'assit à table, une attitude décontractée qui contrastait avec la formalité qu'il maintenait toujours. « Parce qu'aujourd'hui, vous allez commencer dans l'entreprise. » Sophie arrêta de mâcher. « Dans l'entreprise, comme stagiaire, vous avez dit que vous avez de l'expérience en comptabilité, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons tester cette expérience dans un environnement plus exigeant. » Le cœur de Sophie s'accéléra. Travailler dans l'entreprise signifiait être plus proche de lui, mais cela signifiait également entrer dans le monde impitoyable des affaires qu'elle ne connaissait que de loin. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » admit-elle, l'honnêteté l'emportant sur la crainte de paraître ingrate. Étienne l'étudia un moment, ses yeux dorés évaluant chaque micro-expression sur son visage. « Vous le serez, » dit-il avec une confiance que Sophie aurait aimé ressentir. « Mais il y a quelques règles. Personne dans l'entreprise ne peut savoir que vous habitez ici. Pour le bien de tous les deux, notre relation professionnelle doit sembler complètement séparée de tout ce qui est personnel. » Sophie acquiesça, comprenant la logique, même si une petite partie d'elle se sentait blessée par la nécessité du secret. « Et autre chose, » poursuivit Étienne, sa voix devenant plus sérieuse,
L'entreprise n'est pas comme cette maison. Là-bas, les gens peuvent être cruels, surtout avec ceux qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas nés dans ce milieu. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer cela? La question la frappa comme un défi. Sophie redressa les épaules, sentant une étincelle de la même détermination qui l'avait menée jusqu'au bureau de lui 3 semaines auparavant. « Je peux gérer », dit-elle, maintenant son regard ferme dans le sien. Étienne esquissa quelque chose qui pourrait presque être un sourire. « Bien, alors préparez-vous, nous partons dans 1 heure. » Le voyage jusqu'au centre de Paris fut silencieux. Étienne resta absorbé par ses téléphones et tablettes, répondant aux emails et faisant des appels en anglais et en espagnol avec une aisance qui impressionna Sophie. Elle essayait de ne pas trop l'observer, mais c'était difficile de ne pas remarquer l'efficacité avec laquelle il alternait entre différents sujets, semblant toujours avoir un contrôle total de la situation. Quand ils arrivèrent à l'immeuble de Leroy Entreprise, Sophie ressentit la même intimidation que la première fois, mais il y avait maintenant quelque chose de différent. Elle n'était plus là comme suppliante, elle était là pour travailler, pour prouver sa valeur. « Marcel va vous présenter au département financier », expliqua Étienne pendant qu'il montait dans l'ascenseur. « Vous vous rapporterez directement à lui, pas à moi. Dans l'entreprise, nous sommes simplement patrons et stagiaires, rien de plus. » Les mots « rien de plus » résonnèrent dans l'esprit de Sophie avec un poids qu'elle n'arrivait pas à identifier complètement. Le département financier se trouvait au 22e étage, un environnement de bureaux ouverts avec des dizaines de bureaux, d'ordinateurs et de personnes bien habillées travaillant avec l'efficacité d'une machine. Marcel la présenta rapidement à quelques collègues, tous sourires professionnels et poignées de main fermes, mais Sophie ne manqua pas de remarquer les regards évaluateurs, les expressions qui changeaient subtilement quand Marcel mentionnait qu'elle était une nouvelle stagiaire. Son bureau se trouvait dans une zone isolée, près d'une grande fenêtre qui offrait une vue partielle de la ville. Ce n'était pas un emplacement privilégié, mais Sophie s'en fichait. Être là était déjà plus qu'elle n'avait rêvé quelques semaines auparavant. Les premières heures furent consacrées à connaître le système de l'entreprise, réviser des feuilles de calcul et comprendre les processus internes. Sophie découvrit que son expérience antérieure, bien que limitée, lui avait donné une base solide. Elle pouvait suivre les discussions, comprendre les rapports et même suggérer quelques optimisations qui impressionnèrent Marcel. Ce fut pendant le déjeuner qu'elle eut son premier vrai goût de l'environnement hostile qu'Étienne avait mentionné. Le restaurant de l'entreprise se trouvait au dernier étage, avec une vue panoramique de Paris à couper le souffle. Sophie prit un plateau et se servit modestement, consciente que sa robe simple et son sac en simili-cuir la marquaient clairement comme étrangère à ce monde. Elle chercha une table vide, mais avant qu'elle puisse s'asseoir, elle entendit une voix féminine derrière elle. « Excusez-moi, cette table est réservée. » Sophie se retourna et vit une femme blonde, élégante, portant un ensemble qui coûtait probablement plus que son salaire de 3 mois. Elle souriait, mais il y avait de la glace dans ses yeux bleus. « Je n'ai vu aucune pancarte, » répondit. « Poliment, Sophie. »« C'est que vous devez être nouvelle ici, » dit la femme, son sourire devenant plus tranchant. « Je suis Isabelle Martin, directrice marketing. »« Et vous êtes ?»« Sophie Dubois, nouvelle stagiaire au service financier. »« Ah, la fameuse stagiaire !» Isabelle échangea un regard significatif avec 2 autres femmes qui s'approchaient. « Nous avons entendu parler de vous, apparu de nulle part et obtenu un poste que beaucoup de personnes qualifiées convoitaient. » Sophie sentit son visage s'échauffer, mais maintint une voix calme. « J'ai obtenu ce poste à travers le processus de sélection normale. »« Bien sûr !» Isabelle rit, un son cristallin et coupant. « C'est intéressant. Et de quelle université êtes-vous déjà ?» La question était un piège et Sophie le savait. Sa formation en comptabilité avait été dans une université publique. De banlieue, rien qui impressionnerait ce groupe. « Diplômée de la Sorbonne Nouvelle », répondit-elle, levant le menton avec dignité. Le silence qui suivit fut éloquent. Les 3 femmes échangèrent des regards qui disaient tout ce que leurs paroles polies ne pouvaient pas exprimer. « C'est intéressant », répéta Isabelle. « Eh bien, je suis sûre que vous vous adapterez, éventuellement. » Sophie trouva une table dans le coin opposé du restaurant et mangea seule, essayant d'ignorer les regards et chuchotements qui la suivaient. Chaque bouchée semblait plus difficile à avaler, non pas à cause du goût de la nourriture,
mais à cause de l'amertume de l'humiliation. Ce fut seulement en retournant vers l'ascenseur qu'elle heurta Étienne. Littéralement. Distraite par ses pensées, elle ne l'avait pas vu sortir d'une réunion et entra en collision avec lui dans le couloir. « Excusez-moi, commença-t-elle, mais s'arrêta quand elle vit l'expression sur son visage. Pendant une fraction de seconde, Étienne sembla vouloir lui demander si elle allait bien. Ses yeux parcoururent rapidement son visage, comme s'il pouvait y lire les signes de ce qui s'était passé. Mais ensuite il se rappela où ils étaient. Qui pourrait les observer? « Attention, dit-il froidement, ajustant son costume. Les couloirs peuvent être dangereux quand on ne fait pas attention. » Les mots étaient une réprimande professionnelle. Mais Sophie capta quelque chose de plus dans le ton, presque comme un avertissement. Comme s'il essayait de lui dire que ce n'étaient pas seulement les couloirs qui étaient dangereux dans cet endroit. « Bien sûr, monsieur le roi, répondit-elle. Formellement, cela ne se reproduira pas. Étienne acquiesça et s'éloigna, mais Sophie jura avoir vu ses poings se serrer légèrement quand il passa devant Isabelle et ses amis qui étaient encore là à observer l'interaction. Les semaines suivantes établirent un schéma douloureux. Pendant la journée, Sophie affrontait un environnement de plus en plus hostile dans l'entreprise. Ses contributions étaient ignorées ou créditées à d'autres. Ses erreurs étaient amplifiées et discutées ouvertement. Il y avait toujours quelqu'un prêt à lui rappeler qu'elle n'appartenait pas à ce milieu. À la maison, les choses étaient différentes, mais pas nécessairement plus faciles. Étienne maintenait la distance professionnelle même en dehors du bureau, mais Sophie commença à remarquer de petits gestes qui suggéraient qu'il était conscient de ce qu'elle affrontait. Des livres sur la gestion d'entreprise apparaissaient mystérieusement sur son bureau. Hélène préparait toujours ses plats préférés les jours qui semblaient les plus difficiles. Et parfois, tard dans la nuit, Sophie voyait la lumière allumée dans la bibliothèque et savait qu'Étienne était là, peut-être en train de penser aux mêmes choses qui la tenaient éveillée. Ce fut lors d'une des intégrations mensuelles de l'entreprise que tout changea. La réunion avait lieu dans l'auditorium principal, avec tous les départements présents. Étienne était devant, présentant les résultats trimestriels avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait construit cet empire. Sophie était assise au fond, essayant de passer inaperçue, quand Étienne fit quelque chose d'inattendu. Il s'arrêta au milieu de la présentation et la regarda directement. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux. Vous avez révisé les chiffres du projet Horizon. Quelle est votre analyse sur la viabilité? » De l'expansion vers le nord? Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Sophie, qui sentit le sang se figer dans ses veines. C'était un test public, devant tous les cadres de l'entreprise. Sophie se leva lentement, les jambes tremblantes, mais l'esprit étonnamment clair. Elle avait étudié ces chiffres de façon obsessionnelle, non pas parce qu'elle savait qu'elle serait interrogée, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire un travail à moitié. Sur la base des données démographiques et de l'analyse de marché, commença-t-elle, la voix initialement vacillante mais gagnant en force. L'expansion vers le nord présente un potentiel de croissance de 30% au cours des 2 premières années. Cependant, les coûts de logistique et les défis d'infrastructure suggèrent qu'il serait plus prudent d'opter pour une mise en œuvre progressive, en commençant par Lyon et Marseille, qui possèdent déjà l'infrastructure nécessaire. Elle continua pendant près de 5 minutes, définissant une stratégie détaillée qui prenait en compte non seulement les chiffres, mais aussi les réalités sociales et économiques de la région. Quand elle termina, le silence dans l'auditorium avait une qualité différente. Étienne l'observait avec une expression impossible à déchiffrer. « Intéressant, dit-il finalement. Et comment proposeriez-vous de minimiser les risques fiscaux de cette expansion? » Sophie respira profondément. C'était une question complexe, mais elle s'était préparée à cela aussi, en étudiant la législation fiscale des différentes régions. Par des partenariats stratégiques avec des entreprises locales, répondit-elle. Cela réduirait non seulement notre exposition fiscale, mais créerait également une bonne volonté avec les communautés locales, ce qui est crucial pour le succès à long terme. Quand Étienne acquiesça finalement et continua la présentation, Sophie s'assit, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle avait réussi le test, mais elle savait aussi qu'elle était devenue une cible encore plus grande. Après la réunion, alors que tout le monde sortait de l'auditorium, Isabelle s'approcha d'elle dans le couloir.
Impressionnant, dit-elle, le sourire encore plus froid que d'habitude. Mais nous savons tous comment vous avez vraiment eu accès à ces informations privilégiées, n'est-ce pas? L'insinuation était claire et venimeuse. Sophie sentit la colère monter dans sa gorge, mais avant qu'elle puisse répondre, une voix grave interrompit la conversation. Mademoiselle Martin. Étienne était apparu de nulle part, sa présence changeant immédiatement la dynamique du couloir. « Je suis sûr que vous avez des travaux plus importants à faire que de spéculer sur la vie de collègues. » Isabelle pâlit légèrement. « Bien sûr, monsieur le roi, j'étais juste... » « Vous étiez en train de partir. » Étienne termina pour « elle ». « Et je suggère que vous gardiez vos futures opinions sur les employés de cette entreprise pour vous-même. » Isabelle partit rapidement, mais pas avant de lancer un regard venimeux à Sophie. Étienne attendit qu'elle disparaisse dans l'ascenseur avant de se tourner vers Sophie. « Vous allez bien ?» La simple question, posée avec une douceur qu'il montrait rarement pendant les heures de bureau, faillit défaire toutes les défenses de Sophie. Pendant un moment, elle voulut s'appuyer sur lui raconter toutes les humiliations, toutes les nuits où elle avait pleuré silencieusement dans la chambre luxueuse qui ressemblait plus à une prison dorée. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas. « Pas ici, pas dans cette situation. »« Ça va, » répondit-elle. « Merci de défendre ma compétence. » Étienne l'observa pendant un long moment, comme s'il pouvait voir à travers le masque de professionnalisme qu'elle portait. « Votre analyse était brillante, » dit-il finalement. « Vous avez pensé comme une véritable stratège d'entreprise, pas seulement comme une comptable. C'est rare. » Le compliment la réchauffa intérieurement d'une manière qu'elle n'attendait pas. « Merci, dit-elle, sincèrement touchée. Mais Sophie, » Étienne baissa la voix, vérifiant qu'il n'y avait personne à proximité. « Faites attention, vous. Avez montré que vous êtes plus intelligente que beaucoup de personnes qui se considèrent comme vos supérieurs. Cela peut être dangereux. » Avant qu'elle puisse répondre, il s'était déjà éloigné, la laissant seule dans le couloir avec l'écho de son avertissement résonnant dans son esprit. Ce soir-là, Sophie rentra à la maison épuisée, mais avec une étrange sensation de victoire. Elle avait prouvé sa valeur dans une arène où tout le monde s'attendait à ce qu'elle échoue. Mais en même temps, elle savait qu'Étienne avait raison. Elle était devenue une cible. Hélène remarqua son état quand elle entra dans la cuisine, à la recherche d'un verre d'eau. « Journée difficile, ma chérie. » Sophie acquiesça, ne faisant pas confiance à sa propre voix pour ne pas révéler toute la tension qu'elle avait accumulée. « Vous voulez en parler ?» proposa Hélène, avec la gentillesse maternelle qu'elle montrait toujours. « Je ne sais pas par où commencer, » admit Sophie, s'asseyant sur l'un des tabourets du comptoir. « Que diriez-vous de commencer par le début? Comment s'est passé votre premier mois ici ?» Sophie réfléchit à la question. « 1 mois. » Cela semblait toute une vie depuis qu'elle avait mis les pieds dans cette maison pour la première fois. « Compliqué, » dit-elle honnêtement. « Tout est si différent de ce que je connaissais. Les gens, les attentes, la façon dont les choses fonctionnent. »« Et Étienne ?» demanda doucement Hélène. « Comment est-ce de travailler avec lui ?» Sophie hésita. Il y avait quelque chose dans la question d'Hélène qui suggérait une connaissance plus profonde de la situation. Professionnellement, il est impressionnant, intelligent, efficace, mais c'est difficile de comprendre ce qu'il pense vraiment. Hélène sourit, un sourire qui avait des années de sagesse accumulée. « Puis-je vous dire quelque chose sur Étienne ?» demanda-t-elle. « Quelque chose qui pourrait vous aider à mieux le comprendre ?» Sophie acquiesça, curieuse. Quand il a pris la direction de l'entreprise, il n'avait que 22 ans. Trop jeune, selon beaucoup. Les premières années ont été brutales. Des gens essayant de profiter de lui, remettant en question chaque décision, s'attendant à ce qu'il échoue. Hélène fit une pause, servant 2 tasses de thé. Il a appris à être dur parce qu'il n'avait pas le choix. Mais cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que, Hélène s'assit à côté d'elle. Ces derniers mois, depuis que vous êtes arrivés, j'ai vu des changements en lui. Petits, mais significatifs. Il semble moins seul. Les paroles d'Hélène résonnaient dans l'esprit de Sophie quand elle monta dans sa chambre ce soir-là. Moins seul. Était-il possible qu'elle ait réellement un impact sur la vie d'Étienne? Ou était-ce simplement les illusions d'une femme qui développait des sentiments pour un homme complètement hors de sa portée? C'est en se préparant pour dormir que Sophie remarqua quelque chose de différent, un léger vertige qu'elle ne pouvait pas attribuer seulement à la fatigue,
une sensibilité accrue à certaines odeurs, une fatigue qui semblait aller au-delà du physique. Elle s'arrêta devant le miroir de la salle de bain, une main allant instinctivement à son ventre encore plat. La grossesse. Pendant des semaines, plongée dans la nouvelle réalité de sa vie, elle avait presque réussi à oublier le bébé qui grandissait en elle. Mais maintenant, les signes devenaient plus évidents. Elle devrait le dire à Étienne, bientôt. Ce n'était pas une conversation qu'elle attendait avec impatience, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reporter indéfiniment. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une nausée intense qui la fit courir à la salle de bain. Ce furent 15 minutes de vomissements violents qui la laissèrent de pâle et tremblante. Quand elle put enfin se recomposer, elle trouva Hélène qui l'attendait avec un verre d'eau glacée et une expression préoccupée. « Vous allez bien, ma chérie ?» Sophie essaya de sourire mais savait qu'elle ne convainquait personne. « Juste un malaise. Ce doit être quelque chose que j'ai mangé. » Hélène l'étudia un moment, puis s'approcha et plaça une main douce sur son bras. « Sophie, » dit-elle doucement, « vous êtes enceinte, n'est-ce pas ?» La question directe la prit complètement au dépourvu. Sophie ouvrit et ferma la bouche, incapable de former des mots. « J'ai élevé 5 enfants, » poursuivit Hélène avec gentillesse. « Je reconnais les signes. De plus, vous avez évité le café et tout ce qui a une odeur forte ces dernières semaines. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. D'une certaine façon, avoir une autre personne reconnaissant sa condition rendait tout plus réel, plus effrayant. « Oui, » admit-elle finalement, « je le suis. » Hélène la tira dans une étreinte maternelle, et Sophie se permit de se détendre. Un moment dans les bras de la femme plus âgée. « Combien de mois ?»« Presque 3. » « Et Étienne sait ?» Sophie secoua la tête, les larmes coulant finalement. « Je ne sais pas comment le lui dire. Notre situation est déjà assez compliquée, et maintenant ça, c'est une bénédiction, » dit fermement Hélène. « Un bébé est toujours une bénédiction, et vous devez le lui dire, Sophie. Il a le droit de savoir que vous êtes enceinte, même si l'enfant n'est pas de lui. » La façon dont Hélène dit ces derniers mots fit Sophie lever les yeux, surprise. « Vous savez que... Je sais que vous êtes arrivé ici seul et désespéré, » dit gentiment Hélène, « et je sais qu'Étienne est un homme bon, même quand il essaie de paraître indifférent. Le reste, le reste est entre vous deux. » Cet après-midi-là, Sophie travaillait sur son ordinateur quand Marcel s'approcha de son bureau avec une expression étrange. « Étienne veut vous voir dans son bureau, » dit-il. « Maintenant. » Sophie sentit son estomac se retourner. Elle ne savait pas si c'était à cause des nerfs ou de la grossesse. Elle monta jusqu'au 30e étage, le cœur battant, se demandant s'il avait découvert sa condition d'une manière ou d'une autre. La secrétaire d'Étienne la fit entrer immédiatement. Il était derrière son bureau, mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme élégante, aux cheveux châtains parfaitement coiffés et portant une robe de créateur, était assise sur la chaise en face du bureau. « Sophie ?» Étienne se leva quand elle entra. « J'aimerais que vous rencontriez Laure Moreau. » La femme se retourna et Sophie sut immédiatement qui elle était, même avant les présentations. Il y avait quelque chose dans la façon dont Étienne disait son nom, une familiarité intime qui transcendait les formalités professionnelles. Enchantée, Laure tendit la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était belle d'une manière classique, sophistiquée, clairement du même monde social qu'Étienne. « Étienne m'a parlé de vous, la nouvelle stagiaire, c'est ça ?»« Oui, » répondit Sophie, serrant brièvement sa main. « Laure vient de rentrer de Paris, » expliqua Étienne, une note de fierté dans sa voix que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. « C'est une avocate spécialisée en droit international. Nous discutions de la possibilité qu'elle rejoigne notre équipe juridique. »« Comme c'est intéressant, » réussit à dire Sophie, bien que son esprit tournait. « En fait, » Laure se leva, lissant sa robe impeccable. « Je devrais y aller. J'ai un autre rendez-vous. » Elle s'approcha d'Étienne et, à la surprise de Sophie, embrassa sa joue avec une familiarité qui suggérait une histoire partagée. « On se voit ce soir ?»« Bien sûr, » répondit Étienne, et Sophie ne manqua pas la rougeur subtile qui colora ses joues. Après le départ de Laure, laissant une traînée de parfums coûteux et d'élégance, Étienne se tourna vers Sophie. « Désolé pour l'interruption, » dit-il, revenant au professionnalisme. « Je voulais discuter avec vous du rapport sur l'expansion. » Mais Sophie écoutait à peine.
Son esprit était occupé à traiter la dynamique dont elle venait d'être témoin, la façon dont Étienne regardait Laure, l'intimité décontractée, entre eux la promesse d'un rendez-vous ce soir-là. « Sophie ?» Étienne l'appela, remarquant sa distraction. « Désolé », elle se força à se concentrer. « Le rapport, bien sûr. » Ils travaillèrent pendant 1 heure sur les détails de l'expansion, mais Sophie avait l'impression d'assister à tout de loin. Quand elle descendit finalement à son étage, son esprit était une confusion d'émotions qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Jalousie. C'était ce qu'elle ressentait. Jalousie envers une femme qui appartenait clairement au monde d'Étienne, d'une façon qu'elle n'appartiendrait jamais. Ce soir-là, Sophie dîna seule 1 fois de plus. Étienne était sorti tôt, probablement pour rencontrer Laure. Elle essaya de ne pas penser à ce qu'il pourrait être en train de faire, mais c'était difficile de contrôler ses pensées. Ce fut Hélène qui révéla la vérité, sans détour comme elle le faisait toujours. « Laure est l'ex-fiancée d'Étienne », dit-elle en nettoyant la cuisine après le dîner. Ils se sont séparés il y a 2 ans, quand elle a décidé d'accepter un emploi à Londres. Sophie eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Ex-fiancée ? Oui, tout le monde s'attendait à ce qu'il se marie. Elle est du même milieu social, diplômée des meilleures universités, famille traditionnelle parisienne. Ce qu'on appelle un mariage parfait sur le papier. Et pourquoi se sont-ils séparés ? Hélène hésita un moment, comme si elle décidait de ce qu'elle devrait révéler. « Étienne ne m'a jamais raconté les détails, dit-elle finalement. Mais à l'époque, il est devenu différent, plus fermé, plus dévoué au travail, comme s'il essayait de rester trop occupé pour penser. » Sophie absorba l'information en silence. Une ex-fiancée qui était revenue, une femme qui s'intégrait parfaitement dans son monde, et elle, une stagiaire enceinte, qui ne pouvait même pas dire la vérité sur sa situation. « Hélène, dit-elle soudainement, pensez-vous qu'il l'aime encore ?» La question sortit avant qu'elle puisse se censurer, révélant plus sur ses propres sentiments qu'elle ne l'aurait voulu. Hélène arrêta de nettoyer et regarda Sophie avec une expression douce mais sérieuse. « Ma chérie, dit-elle, parfois, ce que nous pensons vouloir et ce dont nous avons réellement besoin sont des choses complètement différentes. » Cette nuit-là, Sophie se coucha dans le lit king-size qu'elle s'était habituée à appeler le sien, mais le sommeil ne vint pas facilement. Ses pensées tournaient en rond. Étienne et Laure, la grossesse qu'elle devait révéler, l'avenir incertain qui s'étendait devant elle. Il était presque 2 heures du matin quand elle entendit le bruit d'une voiture qui arrivait. Depuis la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir l'entrée principale de la propriété. Étienne descendit d'un taxi, seul, mais Sophie remarqua qu'il hésita longuement avant d'entrer dans la maison. Elle s'éloigna de la fenêtre, se sentant comme une intruse dans sa propre vie temporaire. Mais elle ne put s'empêcher de se demander ce qui s'était passé pendant son rendez-vous avec Laure, et plus important, ce que cela signifierait pour elle et pour le secret qu'elle portait. Le lendemain, Étienne était différent. Plus distant, plus formel, comme s'il avait érigé des barrières encore plus hautes entre eux. Lors de la seule réunion qu'ils eurent concernant le travail, il la regarda à peine, la traitant avec la froideur professionnelle de quelqu'un qui était déterminé à maintenir ses distances. Sophie essaya de ne pas le prendre personnellement, mais c'était difficile, surtout quand, à la fin de la journée, elle vit Laure sortir de l'ascenseur des cadres avec Étienne, les deux discutant avec animation de quelque chose qui les faisait rire. Il était temps d'accepter la réalité. Étienne avait une vie, un monde, une histoire qui ne l'incluait pas. Et même si ces derniers mois avaient créé des moments de connexion entre eux, cela ne changeait pas le fait fondamental. Ils venaient de mondes différents, et peut-être était-il préférable pour tous que les choses restent ainsi. Mais tout en marchant vers l'ascenseur, en cette fin d'après-midi, Sophie posa une main protectrice sur son ventre encore plat et prit une décision. Elle parlerait à Étienne de la grossesse, non pas parce qu'elle attendait quelque chose de lui, mais parce que c'était la chose juste à faire. Et ensuite, peut-être serait-il temps de commencer à penser à comment reconstruire sa vie de façon indépendante, avant que ses sentiments pour lui ne deviennent impossibles à contrôler. L'opportunité de parler à Étienne de sa grossesse arriva de façon inattendue un jeudi pluvieux de mars. Sophie organisait des rapports dans la bibliothèque de la maison quand il entra, semblant épuisé et portant une bouteille de whisky qui n'était clairement pas la première de la soirée.
« Excusez-moi, dit-il, hésitant à la porte quand il la vit. « Je ne savais pas que vous étiez là. »« Je peux partir, » proposa Sophie, commençant à rassembler les papiers. « Non, » répondit rapidement Étienne, puis adoucit son ton. « Ce n'est pas nécessaire. La maison est assez grande pour nous deux. » Il se servit une autre gorgée et se laissa tomber dans l'un des fauteuils en cuir, la cravate desserrée et les cheveux ébouriffés. C'était la première fois que Sophie le voyait ainsi, avec les défenses baissées, semblant plus humain et moins l'homme d'affaires implacable qui dominait les salles de réunion. « Journée difficile ?» demanda-t-elle, se surprenant par sa propre audace. Étienne rit, mais c'était un son sans humour. On pourrait dire ça. Il la regarda un moment comme s'il évaluait combien il pouvait partager. Laure a accepté le poste dans l'entreprise. Elle sera la nouvelle directrice juridique. Sophie sentit son estomac se nouer, mais essaya de garder une expression neutre. « C'est bien. Ça devrait l'être. » Étienne prit une autre gorgée. Sur le papier, c'est la candidate parfaite. Formation impeccable, expérience internationale, connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Mais Étienne la regarda, et Sophie vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'arrivait pas à identifier complètement. Confusion, regret, mais les choses entre nous sont compliquées. Il fit une longue pause. Nous avons été fiancés pendant 2 ans. Tout le monde s'attendait à ce que nous nous marions, moi y compris. Sophie déglutit, se préparant à entendre quelque chose qui, elle le savait, la blesserait. Que s'est-il passé? Elle a reçu une offre pour travailler à Londres. Une opportunité unique, disait-elle. Et elle m'a donné un ultimatum. Soit je partais avec elle, laissant tout cela ici. Il fit un geste vers la bibliothèque symbolisant toute sa vie. Soit elle partait seule. Et vous avez choisi de rester. J'ai choisi. Et maintenant elle est revenue, disant que c'était une erreur, qu'elle m'a toujours aimé, que nous pouvons recommencer. Étienne passa ses mains dans ses cheveux. Il y a 2 ans, c'était tout. Ce que je voulais entendre. Et maintenant? Étienne resta silencieux si longtemps que Sophie pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix était plus basse, plus vulnérable. Maintenant, je ne sais plus ce que je veux. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela, dans la manière dont ses yeux avaient rencontré les siens, qui suggérait beaucoup plus que les mots ne disaient. « Étienne », commença-t-elle, sachant que c'était maintenant ou jamais. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Quelque chose dans son ton le fit se redresser dans le fauteuil, soudainement plus alerte. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie respira profondément, les mains tremblant légèrement. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut absolu. Étienne resta immobile pendant un moment qui sembla une éternité, traitant l'information. « Enceinte », répéta-t-il, comme s'il testait le poids du mot. « De 3 mois, poursuivit Sophie, les mots sortant dans une précipitation nerveuse. « Je sais que cela complique tout, je sais que ce n'était pas prévu. Dans notre accord, mais j'avais besoin que vous le sachiez. Surtout maintenant que Laure est revenue. » Étienne compléta sa voix étrangement calme. Sophie acquiesça, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Étienne se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la pluie qui battait contre le verre. Sophie resta paralysée, attendant une réaction, n'importe quelle réaction. « Le père est au courant ?» demanda-t-il finalement sans se retourner. « Il a disparu quand il l'a su », admit Sophie, l'humiliation colorant ses joues en rouge. Étienne se tourna pour la regarder, et il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. « Et vous? Que voulez-vous faire ?» La question la prit au dépourvu. Elle s'attendait à un jugement, peut-être à de la colère, certainement à une discussion sur la façon dont cela changerait leur accord de travail. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il demande ce qu'elle voulait. « Je ne sais pas, admit-elle. Parfois je pense que ce serait mieux, plus pratique, d'interrompre la grossesse. » Sophie acquiesça, les larmes coulant finalement. Étienne s'approcha et, à sa surprise, s'agenouilla devant la chaise où elle était assise, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Sophie, dit-il doucement, cette décision vous appartient. Complètement. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seule. Peu importe ce que vous déciderez, vous n'êtes pas seule. » Les mots la frappèrent comme une vague de chaleur. Sophie regarda l'homme agenouillé devant elle, voyant en lui une gentillesse qui contrastait complètement avec la froideur qu'il montrait au monde. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix rauque d'émotion. « Pourquoi êtes-vous
Si gentil avec moi ?» Étienne hésita comme s'il menait une bataille interne. « Parce que, dit-il finalement, à un moment au cours des derniers mois, vous avez cessé d'être simplement quelqu'un qui travaille pour moi. Vous êtes devenue importante. » Le cœur de Sophie s'emballa, mais avant qu'elle puisse répondre, le téléphone d'Étienne sonna. C'était Laure. « Étienne, où êtes-vous? Nous sommes en retard pour le dîner. » La réalité tomba sur eux comme une douche froide. Étienne se leva. Le moment d'intimité brutalement interrompu. « Je dois y aller, » dit-il, n'arrivant pas à la regarder. « Bien sûr, » murmura Sophie, essuyant rapidement ses larmes. Étienne hésita à la porte, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il se contenta d'acquiescer et sortit, la laissant seule avec l'écho de ses paroles et la confusion de ses propres sentiments. Dans les semaines qui suivirent, la tension dans l'entreprise s'intensifia de façon dramatique. Laure prit la direction juridique avec une efficacité impressionnante, mais Sophie comprit rapidement que sa présence signifiait beaucoup plus de problèmes pour elle. Lors d'une réunion de département, Laure tint à remettre en question publiquement un rapport que Sophie avait préparé, soulignant de petites incohérences avec un sourire glacial. « Interprétation intéressante des données, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle de conférence. « Bien que je me demande si quelqu'un avec plus d'expérience n'arriverait pas à des conclusions différentes. » Sophie sentit toutes les têtes se tourner vers elle, certains visages montrant une curiosité malveillante, d'autres de la pitié. Mais ce fut le regard d'Étienne qui l'affecta le plus. Il semblait partagé entre défendre son analyse et maintenir la neutralité professionnelle. « Je peux expliquer la méthodologie que j'ai utilisée, » proposa Sophie, gardant la voix ferme malgré son cœur battant. « Ce n'est pas nécessaire. » Interrompit Laure avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis sûr que vous avez fait de votre mieux avec les ressources disponibles. » La condescendance dans ses paroles était évidente. Sophie sentit la colère monter dans sa gorge, mais se força à rester calme. Après la réunion, alors que tout le monde sortait, Sophie resta à organiser ses papiers quand elle sentit une présence derrière elle. C'était Laure. « Puis-je vous donner un conseil ?» dit l'avocate, sa voix basse et venimeuse. « Ce monde n'est pas pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'y sont pas nés. » Sophie se retourna pour lui faire face. « Et quel monde serait-ce ?»« Le monde d'Étienne, » répondit Laure sans hésiter. « Un monde qui exige plus que simplement de la bonne volonté. » L'insinuation était claire, et Sophie sentit son sang bouillir. « Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. » Laure sourit, un sourire tranchant comme une lame. « Je suggère simplement que peut-être il est temps pour vous de considérer si vous appartenez vraiment ici, tant professionnellement que personnellement. » Laure. La voix grave d'Étienne coupa l'attention comme une épée. Il était à la porte de la salle de conférence et son expression était glaciale. « Un mot ?» Laure s'éloigna de Sophie avec un dernier sourire venimeux. « Bien sûr, chérie. » Sophie sortit de la salle avec les jambes tremblantes, entendant des fragments de la conversation tendue entre eux. Elle ne comprit pas tous les mots, mais le ton était clairement celui de la confrontation. Ce soir-là, Sophie rentra à la maison plus abattue que jamais. Les nausées de la grossesse avaient empiré, et la pression constante au travail prélevait son tribut. Elle put à peine manger le dîner qu'Hélène avait préparé avec tant de soin. « Vous devez mieux prendre soin de vous, » dit doucement Hélène, remarquant la pâleur de Sophie. « Et du bébé. Parfois, je me demande s'il ne serait pas mieux pour tout le monde si je disparaissais simplement, » murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Hélène. « Ne dites pas ça, ma chérie. » Hélène s'assit à côté d'elle, préoccupée. « Vous traversez un moment difficile, mais vous allez surmonter ça. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. »« Vraiment ?» Sophie rit sans humour. « Parce que je ne me sens pas forte. Je me sens comme une imposteur essayant de survivre dans un monde qui ne veut pas de moi. »« Étienne vous veut ici, » dit gentiment Hélène. « Étienne alors, une femme, qui s'intègre parfaitement dans sa vie. » Hélène resta silencieuse un moment, puis parla avec la sagesse de quelqu'un qui avait observé la vie se dérouler pendant de nombreuses décennies. « Sophie, puis-je vous dire quelque chose sur l'amour véritable ?» demanda-t-elle. « Il ne s'agit pas de s'intégrer parfaitement. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous aime pour vos défauts, pas malgré eux. Quelqu'un qui choisit de vous aimer tous les jours, même quand c'est difficile. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Sophie cette nuit-là. Elle était allongée dans son lit,
une main sur son ventre qui commençait à montrer une légère courbe quand elle prit une décision qui l'effrayait. Le lendemain, elle prit rendez-vous dans une clinique privée. Elle n'était pas complètement décidée, mais elle devait connaître ses options. La pression devenait insupportable, et peut-être serait-il préférable pour tous si elle recommençait à zéro, ailleurs, sans complications. Le rendez-vous fut fixé pour un vendredi après-midi. Sophie dit à Marcel qu'elle devait partir, plutôt pour des raisons médicales, ce qui n'était pas un mensonge techniquement. La clinique était discrète, située dans un quartier chic de la ville. Sophie s'assit dans la salle d'attente, feuilletant des magazines sans vraiment voir les pages, l'esprit tournant en cercles infinis de doutes et de peur. Quand elle fut finalement appelée pour parler avec la médecin, une femme d'âge moyen, avec une expression gentille mais professionnelle, Sophie eut l'impression d'assister à la vie de quelqu'un d'autre. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?» demanda la docteure après avoir expliqué la procédure. « C'est une décision irréversible. »« J'ai besoin de réfléchir un peu plus, » admit Sophie. « Bien sûr, vous pouvez m'appeler quand vous aurez décidé, mais ne tardez pas trop. Plus la grossesse est avancée, plus c'est compliqué. » Sophie sortit de la clinique avec un dépliant d'informations et un poids sur la poitrine qui semblait écrasant. Elle marcha dans les rues de Paris pendant des heures, sans destination, essayant d'ordonner ses pensées. Quand elle retourna finalement à Neuilly-sur-Seine, il faisait déjà nuit. La maison était silencieuse, avec seulement quelques lumières allumées. Sophie monta dans sa chambre sans parler à personne, épuisée physiquement et émotionnellement. C'est le lendemain matin que tout changea. Sophie se réveilla tard, le corps lourd de mauvais sommeil et de stress. Quand elle descendit à la cuisine, elle trouva Hélène préparant du café avec une expression préoccupée. « Étienne vous cherche, dit-elle. Ça semble important. » Sophie le trouva dans la bibliothèque, debout près de la fenêtre avec la même posture pensive que la nuit où elle lui avait parlé de sa grossesse. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une tension qui suggérait que quelque chose de significatif s'était produit. « Vous me cherchiez ?» demanda-t-elle avec hésitation. Étienne se retourna et Sophie fut surprise de voir qu'il semblait avoir peu dormi. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux et une tension dans sa mâchoire qui suggérait du stress. « Laure m'a dit que vous êtes parti plus tôt hier, » dit-il sans préambule. « Elle était certaine que vous étiez allé résoudre votre situation. » Sophie sentit le sang se figer. Laure avait découvert sa grossesse. Mais comment? Comment a-t-elle... Peu importe comment elle l'a découvert. Étienne l'interrompit, s'approchant. « Ce qui importe, c'est si c'est vrai. Êtes-vous allé dans une clinique hier ?» Sophie ne put mentir. Elle acquiesça, voyant quelque chose se briser dans ses yeux. « Allez-vous le faire? Allez-vous interrompre la grossesse ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Sophie. « Tout est si compliqué, et je ne sais pas si je peux élever un enfant seul dans cette situation. »« Vous n'êtes pas seul, » dit intensément Étienne, se rapprochant encore. « Je vous l'ai dit avant, et je vous le redis maintenant. »« Étienne, vous avez Laure. Vous avez une vie qui ne m'inclut pas. Pourquoi rendre tout plus difficile à cause de moi? » « Parce que je n'aime pas Laure. » Les mots sortirent de lui comme un aveu forcé. « Je pensais que je l'aimais. Je pensais que je pouvais essayer à nouveau, mais je ne peux pas. Pas quand... » « Quand quoi ?» Étienne passa ses mains dans ses cheveux, luttant clairement avec ses propres émotions. « Pas quand je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Quand je me réveille le matin en voulant savoir si vous avez bien dormi. Quand je me mets en colère chaque fois que quelqu'un vous traite mal. Quand l'idée de vous voir disparaître de ma vie m'effraie plus que n'importe quel échec dans les affaires. » Sophie resta sans voix, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Sophie. » Étienne s'approcha jusqu'à être tout près d'elle. « Je sais que notre situation a commencé de façon étrange. Je sais que nous venons de mondes différents, mais ces derniers mois, vous avez changé quelque chose en moi. Vous m'avez fait me souvenir de qui j'étais avant de construire toutes ces barrières. Étienne, laissez-moi terminer. » Il posa doucement ses mains sur ses bras. « Je ne vous demande pas de garder la grossesse pour moi. Cette décision est la vôtre, et je la respecterai quel que soit votre choix. Mais je vous demande d'envisager la possibilité de nous donner une chance. À nous. Pas comme patron et employé, pas comme quelqu'un qui a une dette envers quelqu'un d'autre. Comme deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. » Sophie sentit les larmes commencer à couler. C'était tout ce qu'elle avait rêvé d'entendre,
mais cela semblait aussi trop impossible pour être réel. Et Laure? J'ai déjà rompu avec Laure. Hier, après avoir appris que vous étiez allé à la clinique, j'ai réalisé que je n'étais pas juste avec elle, essayant de forcer quelque chose qui n'existait plus. Vous avez rompu à cause de moi. J'ai rompu parce que c'était la bonne chose à faire. Pour moi, pour elle, et oui, pour vous aussi. Étienne posa une main sur le visage de Sophie, essuyant une larme qui coulait. « Sophie Dubois, dit-il, la voix rauque d'émotion, voulez-vous m'épouser » Sophie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi ? Épousez-moi. Pas par obligation, pas par commodité. Épousez-moi parce que je vous aime et que je veux construire une vie avec vous et avec votre bébé si vous décidez de le garder. » Mais Étienne, les gens vont dire que vous êtes fou, que j'ai profité de vous, que les gens parleront toujours, il l'interrompit. Mais je ne me soucie plus de ce qu'ils pensent, je me soucie seulement de ce que vous pensez. Sophie regarda l'homme devant elle, voyant en lui une vulnérabilité et une sincérité qui contrastaient complètement avec l'homme d'affaires froid qu'elle avait rencontré des mois auparavant. C'était effrayant et excitant à la fois. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie. » Sophie ferma les yeux un moment, sentant le poids de la décision. Quand elle les rouvrit, elle trouva Étienne qui l'observait encore avec une expression qui mêlait espoir et peur. « Oui, dit-elle finalement. Oui, j'accepte. » Le sourire qui illumina le visage d'Étienne fut comme le lever du soleil. Il la tira dans ses bras, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser tendre, chargé de mois de tensions réprimées et la promesse d'un avenir incertain mais affronté ensemble. Quand ils se séparèrent, Sophie avait encore du mal à croire ce qui venait de se passer. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant ?» Étienne sourit. « Nous allons devoir faire face à beaucoup de drames. Ma famille ne va pas du tout aimer ça initialement. L'entreprise va se régaler des commérages. Laure va probablement essayer de rendre notre vie impossible. Vous essayez de me décourager ? Je vous prépare. » Il caressa son visage. « Parce que ce sera difficile, Sophie. Mais nous affronterons tout ensemble. »« Ensemble » répéta-t-elle, aimant le son du mot. « Et concernant le bébé ?» Étienne hésita. « Je vais garder le bébé » dit Sophie avec une certitude qui la surprit. « Maintenant que je sais que je ne serai pas seule, je vais garder le bébé. » Étienne l'embrassa à nouveau, et cette fois, il y avait aussi des larmes dans ses yeux. « Je t'aime » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime aussi » répondit-elle, les mots sortant naturellement, comme s'ils avaient attendu des mois pour être prononcés. La semaine suivante, Étienne tint à annoncer les fiançailles de façon discrète mais officielle. D'abord à Hélène, qui pleura de joie et serra Sophie dans ses bras comme si elle était sa propre fille. Puis à Marcel, qui fut surpris mais sembla sincèrement heureux du changement. La réaction dans l'entreprise fut intense. Isabelle et ses amis oscillaient entre le choc et l'indignation mal dissimulée. Il y avait des chuchotements dans les couloirs, des spéculations sur la façon dont Sophie avait conquis le patron, des théories conspirationnistes sur ses véritables motivations. Mais la réaction la plus difficile à gérer fut celle de la famille d'Étienne. Ses parents, propriétaires d'une entreprise de construction traditionnelle parisienne, fixèrent un dîner formel pour connaître la fiancée de leur fils. Sophie passa des jours à se préparer pour la rencontre, choisissant soigneusement une robe simple mais élégante, pratiquant les conversations et essayant de contrôler sa nervosité. La maison des Leroy se trouvait dans le 16e arrondissement. Un manoir élégant qui respirait la tradition et l'ancien argent. Sophie se sentit immédiatement intimidée par l'opulence discrète du lieu. Madame Cécile Leroy était une femme élégante d'une 50aine d'années, cheveux gris parfaitement coiffés et une posture qui suggérait des décennies de participation aux événements de la haute société parisienne. Son sourire fut poli mais glacial. « Sophie, dit-elle, tendant une main avec des mouvements précis, Étienne nous a parlé de vous. »« C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Leroy, » répondit Sophie, essayant de garder une voix ferme. Monsieur Philippe, le père d'Étienne, était un homme imposant qui avait clairement transmis ses traits marquants à son fils. Il serra la main de Sophie avec une courtoisie professionnelle, mais ses yeux l'évaluaient comme si elle était un investissement douteux. Le dîner fut une leçon de diplomatie tendue.
Les questions venaient déguisées en intérêt gentil, mais Sophie sentait le jugement derrière chacune d'elles. « Et votre famille, ma chère ?» demanda Madame Leroy, tout en coupant délicatement son saumon. « Étienne a mentionné que vous avez perdu vos parents très jeunes. »« Oui, madame, ma grand-mère m'a élevé. »« Quelle profession exerce-t-elle » Sophie déglutit, sachant que sa réponse serait évaluée et jugée. Elle est retraitée. Elle a travaillé toute sa vie dans une usine textile. Le silence qui suivit fut éloquent. Étienne, assis à côté de Sophie, posa sa main sur la sienne dans un geste discret de soutien. Sophie est diplômée en comptabilité et travaille dans l'entreprise depuis quelques mois, dit-il clairement en essayant de changer le centre de la conversation. Elle a démontré un talent exceptionnel pour l'analyse stratégique. Comme c'est intéressant, commenta M. Philippe, mais Sophie pouvait entendre le scepticisme dans sa voix. Et où exactement vous êtes-vous rencontrés? La question était un piège, et tous à table le savaient. Sophie et Étienne échangèrent un regard rapide. Sophie est venue chercher de l'aide pour un traitement médical de sa grand-mère, répondit calmement Étienne. Nous avons été impressionnés par sa détermination et son intégrité. Aide médicale, répéta Madame Leroy, comme si elle déchiffrait un code, comme c'est philanthropique de votre part. La condescendance dans les mots était évidente. Sophie sentit ses joues s'échauffer, mais se força à garder son sang-froid. « Je suis très reconnaissante pour l'opportunité qu'Étienne m'a donnée, dit-elle, gardant un ton respectueux, tant professionnellement que personnellement. Et quand avez-vous l'intention de vous marier ?» demanda abruptement M. Philippe. « Bientôt, répondit Étienne. Nous préférons quelque chose d'intime, juste la famille et les amis proches. »« Intime, murmura Madame Leroy, et Sophie fut certaine qu'elle pensait à tous les événements sociaux qui ne pourraient pas avoir lieu, toutes les connexions qui ne seraient pas établies. Le reste du dîner passa dans un brouillard de tensions polies. Quand ils prirent finalement congé et sortirent de la maison, Sophie eut l'impression d'avoir juste passé un examen difficile sans être sûre d'avoir été reçue. « Comment pensez-vous que ça s'est passé ?» demanda-t-elle à Étienne pendant le trajet de retour. Étienne soupira, une main sur le volant et l'autre entrelacée avec celle de Sophie. « Comme je m'y attendais, dit-il honnêtement, ils ont besoin de temps pour s'habituer à l'idée. Mes parents sont de bonnes personnes, Sophie, mais ils sont traditionnels. Ils ont toujours imaginé que je me marierais avec quelqu'un de notre cercle social. Quelqu'un comme Laure. Exactement, mais ils comprendront avec le temps, surtout quand ils verront à quel point vous me rendez heureux. » Sophie espérait qu'il avait raison, mais ne pouvait s'empêcher de sentir qu'une longue bataille les attendait. Le lundi suivant, Laure démissionna. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre, alimentant encore plus les spéculations sur la relation entre Étienne et Sophie. Certains murmuraient que Laure avait été forcée de partir, d'autres qu'elle était partie parce qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec la nouvelle favorite du patron. Sophie essayait d'ignorer les commérages, mais c'était difficile, surtout quand elle apprit que Laure avait donné une interview subtile mais venimeuse à une chronique mondaine, insinuant des choses sur les opportunistes et les hommes puissants qui font des choix discutables. « Ne faites pas attention à ça, dit Étienne quand Sophie mentionna l'interview. C'est juste de la rancœur, ça passera. » Mais Sophie savait que ce ne serait pas si simple. Laure représentait un monde qui la verrait toujours comme une intruse, et son départ de l'entreprise n'éliminerait pas les préjugés et les jugements auxquels Sophie devrait faire face. Pourtant, quand Étienne prit sa main ce soir-là, alors qu'il se promenait dans les jardins de la maison, qui serait désormais vraiment son foyer, Sophie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. C'était effrayant et incertain, mais pour la première fois de sa vie, elle n'affrontait pas les défis seule. « Prête pour la prochaine aventure ?» demanda Étienne, s'arrêtant sous un arbre en fleurs. Sophie le regarda, puis la maison illuminée derrière eux, puis l'avenir plein de possibilités et d'obstacles qui s'étendaient devant eux. « Prête ?» dit-elle, et pour la première fois, depuis longtemps, elle le croyait vraiment. Le mariage eut lieu un samedi matin d'avril, lors d'une cérémonie intime dans le jardin de la maison à Neuilly-sur-Seine. Sophie portait une robe simple, mais élégante, en crêpe blanc, qui accommodait discrètement son ventre de 4 mois. Mamie Céleste, enfin remise de l'opération, était présente, pleurant d'émotion en tenant les mains d'Hélène. Les parents d'Étienne assistèrent,
remplissant les protocoles familiaux, mais Sophie pouvait sentir la tension dans l'air. « Madame ». Le roi y souriait poliment pour les photos, mais ses yeux trahissaient une résistance qui devrait encore être vaincue. Quelques amis de Sophie du quartier vinrent, créant un contraste intéressant avec les quelques cadres et amis d'affaires qu'Étienne avait invités. « Vous êtes magnifique », murmura Étienne à l'oreille de Sophie pendant la petite fête qui suivit la cérémonie. « Et vous êtes nerveux », répondit Sophie, remarquant comme il observait discrètement les interactions entre les différents groupes d'invités. « Un peu, admit-il. Des mondes différents, vous vous souvenez? Mais tout ira bien. » Sophie espérait qu'il avait raison, mais les premiers mois en tant qu'épouse d'Étienne Leroy s'avérèrent plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Le déménagement dans la chambre principale de la maison n'était que le début. Soudain, Sophie se retrouva responsable de la gestion d'une propriété qui fonctionnait comme une petite entreprise, avec des jardiniers, des agents de sécurité, du personnel et un agenda social qui l'effrayait. « Vous devez comprendre », expliqua Sylvie, une cousine d'Étienne qui apparut 2 semaines après le mariage, « que maintenant vous représentez non seulement vous-même, mais la famille Leroy. Il y a certaines attentes. » Sylvie était une femme d'une 40aine d'années, élégante et acérée, qui avait toujours été proche de la famille et qui, clairement, n'approuvait pas le choix matrimonial d'Étienne. « Quel genre d'attente ?» demanda Sophie, essayant de maintenir un ton respectueux. « Événements caritatifs, dîner d'entreprise, participation au club des épouses des hommes d'affaires », Sylvie énuméra comme si elle listait des obligations contractuelles. Étienne n'a jamais eu à s'en y soucier parce que Laure connaissait déjà le protocole. La comparaison constante avec Laure était comme une blessure qui ne guérissait pas. Sophie essayait de l'ignorer, mais c'était difficile quand chacun de ses gestes était mesuré par rapport aux standards de l'ex-fiancée parfaite. Le premier, Grand Est arriva, quand Étienne dut organiser un dîner important pour les principaux actionnaires de l'entreprise. C'était une réunion cruciale pour l'approbation d'un projet d'expansion, et l'impression que Sophie donnerait pourrait influencer des décisions valant des millions d'euros. « Nous pouvons engager un traiteur de haute qualité », suggéra Étienne, mais Sophie secoua la tête. « Laissez-moi faire, dit-elle, une détermination grandissante en elle. Je veux le faire. » Sophie passa une semaine à planifier méticuleusement le menu, coordonnant avec Hélène et étudiant les préférences culinaires de chaque invité. Tout était parfaitement organisé jusqu'au matin de l'événement, quand elle découvrit que les ingrédients principaux avaient simplement disparu de la cuisine. « Je ne comprends pas », murmurait Hélène, vérifiant pour la 3e fois « les garde-manger. J'ai tout vérifié moi-même hier soir. » Sophie regarda les invités qui commenceraient à arriver dans quelques heures et sentit la panique initiale faire place à un calme déterminé. Elle connaissait ce type de sabotage. « Subtil. »« Hélène, » dit-elle, retroussant ses manches, « avez-vous les ingrédients pour un coq au vin comme ma grand-mère le faisait ? » ?»« Bien sûr, ma chérie, mais... » »« Et de la farine pour une tarte tatin. »« Oui, j'en ai toujours, mais Sophie et les invités s'attendent. Les invités vont manger de la vraie nourriture, » interrompit Sophie, déjà en train de commencer. « À travailler. De la nourriture faite avec amour, pas seulement pour impressionner. » Durant les heures suivantes, Sophie transforma la cuisine en une symphonie d'arômes et de saveurs qui rappelèrent son enfance. Coq au vin, ratatouille, tarte tatin fraîche, crème brûlée maison. Des plats simples, mais préparés avec une technique et un soin qui élevait des ingrédients humbles à quelque chose d'extraordinaire. Quand les invités arrivèrent et s'assirent à la table élégamment dressée, il y eut un moment de surprise silencieuse. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, mais la première bouchée changea tout. « Mon Dieu », murmura l'un des actionnaires les plus rigoureux, un homme de 70 ans connu pour son austérité. « Cela me rappelle la cuisine de mon enfance dans le Périgord. » La conversation coula différemment ce soir-là. Les plats simples mais délicieux brisèrent les barrières formelles, créèrent de l'intimité, firent que des hommes puissants se rappelèrent leurs origines plus modestes. Sophie circula à table avec une grâce naturelle, racontant des histoires sur les recettes, faisant en sorte que tous se sentent chez eux. « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ?» demanda l'épouse d'un des directeurs. « Avec ma grand-mère », répondit Sophie avec fierté. Elle disait toujours que la nourriture préparée avec amour a une saveur que l'argent ne peut pas acheter. Étienne l'observait, de l'autre côté de la table, avec une expression d'admiration pure.
Plus tard, quand les invités étaient déjà partis, il la trouva dans la cuisine aidant Hélène à laver la vaisselle. « Vous avez été incroyable ce soir, dit-il, l'enlaçant par derrière. « C'était juste de la nourriture, répondit Sophie, mais elle souriait. Ce n'était pas juste de la nourriture. Étienne la tourna pour lui faire face. Vous leur avez montré qui vous êtes vraiment, et ils ont adoré. Mais tout le monde n'était pas satisfait du succès de Sophie. Dans les jours suivants, des rumeurs malveillantes commencèrent à circuler sur des dépenses excessives dans la maison, des écarts dans les budgets domestiques, des insinuations sur de l'argent disparu. « C'est ridicule, » dit Étienne quand les rumeurs parvinrent jusqu'à lui. « Quiconque te connaît sait que tu ne ferais jamais. Mais tout le monde ne me connaît pas, » interrompit tristement Sophie. « Et pour certaines personnes, il sera toujours plus facile de croire le pire. » La situation s'intensifia lorsqu'un audit informel fut suggéré par Sylvie, soutenu par quelques autres femmes de la famille. Sophie se sentit humiliée, mais accepta, sachant qu'elle n'avait rien à cacher. Ce fut Hélène qui découvrit la vérité par hasard. Cherchant quelques vieilles recettes dans le bureau que Sylvie utilisait parfois quand elle visitait la maison, elle trouva des reçus cachés d'achats luxueux, faits avec des cartes de la famille, ainsi que des correspondances qui révélaient un style de vie au-dessus de ses moyens. Sylvie détourne de l'argent depuis des mois. Hélène raconta à Étienne et Sophie lors d'une réunion tendue dans la bibliothèque, probablement depuis avant le mariage, et maintenant elle essaie de blâmer Sophie pour détourner les soupçons. La confrontation fut dévastatrice. Sylvie, acculée par les preuves, finit par avouer non seulement les détournements financiers, mais aussi sa participation au sabotage du dîner et à la propagation des rumeurs sur Sophie. « Vous ne méritez pas cela, dit-elle, les larmes de colère coulant. Vous ne méritez pas cette maison, cette vie, cet homme. Vous êtes une opportuniste qui a profité de sa bonté. » « Sylvie, dit Étienne avec une froideur que Sophie avait rarement vue, vous avez 1 heure pour sortir vos affaires de cette maison et 2 semaines pour rembourser chaque centime que vous avez volé. Sinon, je dépose une plainte. L'expulsion de Sylvie provoqua des ondes de choc dans la famille, mais établit également une nouvelle dynamique. Sophie avait été injustement accusée, et maintenant tous le savaient. Les excuses de Madame Leroy furent de formelles mais sincères, et Sophie commença à percevoir un changement subtil dans le traitement qu'elle recevait. Quelques semaines plus tard, l'entreprise organisa son événement culturel annuel, une soirée de gala qui combinait affaires et arts, toujours considérée comme l'un des moments les plus importants du calendrier social parisien. Sophie était nerveuse, sachant qu'elle serait observée et jugée par des centaines de personnes influentes. L'événement se déroulait parfaitement, jusqu'à ce que le pianiste principal, un maestro renommé qui devait présenter une pièce spéciale, souffre d'une indisposition soudaine et ne puisse pas venir. « Nous pouvons annuler la présentation musicale », suggéra l'organisateur de l'événement, clairement en panique. Sophie était proche quand elle entendit la conversation. Sans trop réfléchir, elle s'approcha du piano qui dominait l'un des salons de l'hôtel où l'événement avait lieu. « Je peux essayer quelque chose », dit-elle avec hésitation. Étienne la regarda, surpris. « Sophie, tu n'as pas besoin... »« Je veux essayer », insista-t-elle. Sophie s'assit au piano et pendant un moment, le grand salon resta silencieux. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs d'enfance affluer, et commença à jouer une mélodie que Mamie Céleste fredonnait, souvent en cuisinant. C'était une chanson simple, une vieille mélodie, mais ses mains la transformèrent en quelque chose d'éthéré et émouvant. La musique remplit le salon comme une vague douce, touchant les cœurs de façon inattendue. Ce n'était pas techniquement parfait, mais il y avait une vérité émotionnelle dans l'interprétation qui laissa beaucoup de personnes les yeux humides. Quand elle termina, le silence se prolongea pendant quelques secondes avant qu'une salve d'applaudissements enthousiastes n'explose dans le salon. Sophie se leva, les joues rouges, et trouva les yeux d'Étienne dans la foule. Il applaudissait avec une expression de fierté et d'amour qui la fit se sentir comme si elle pouvait conquérir le monde. Plus tard, un homme âgé s'approcha d'elle. « Je suis Maestro Bernard, » dit-il, un Italien élégant aux cheveux blancs. « Il y a longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un jouer avec tant d'âme. Voudriez-vous être mon élève ?» Sophie resta sans voix. Maestro Bernard était une légende de la musique classique française, connue pour son exigence et pour n'accepter que des étudiants exceptionnels. « Je ne suis pas une pianiste professionnelle, balbutia-t-elle. « Non, il sourit,
Mais vous êtes une artiste, et ça ne s'enseigne pas, ma chère. Ça naît avec la personne. » Dans les mois qui suivirent, Sophie partagea son temps entre les leçons de piano avec le maestro, son travail croissant dans l'entreprise et la grossesse qui avançait. Étienne avait créé un poste spécial pour elle, directrice de projets spéciaux, qui lui permettait de travailler sur des initiatives innovantes sans être directement subordonnée à qui que ce soit. Ce fut dans cette fonction que Sophie se trouva face à son plus grand défi professionnel jusque-là. L'entreprise avait acquis des droits pour rechercher et développer une espèce rare de champignon au potentiel médicinal révolutionnaire. Le projet pourrait générer des millions en bénéfices et sauver des vies, mais exigeait des connaissances spécifiques et des conditions extrêmement contrôlées pour la culture. « C'est un investissement à haut risque », expliqua Étienne lors d'une réunion avec les principaux directeurs. « Mais s'il réussit, il peut révolutionner le traitement de certaines maladies auto-immunes. » Sophie s'intéressa immédiatement au projet, étudiant obsessionnellement toutes les recherches disponibles. Elle découvrit qu'il y avait un spécialiste, reclus vivant dans les montagnes de Provence, un mycologue brillant qui s'était retiré du monde universitaire après ne pas avoir reçu de crédit pour des découvertes importantes. « Dr Henri Saunier », expliqua-t-elle à Étienne, montrant les articles qu'elle avait trouvés. « C'est le plus grand spécialiste mondial de ce type de champignon, mais il vit isolé depuis 5 ans. Et tu penses moi qu'il nous aiderait? Je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Le voyage jusqu'à la petite propriété du docteur Saunier fut une aventure en soi. Sophie, déjà enceinte de 6 mois, insista pour y aller personnellement accompagnée d'Étienne et d'une petite équipe. Le scientifique était un homme de 50 ans, barbu et méfiant, qui les reçut initialement avec hostilité. « Des hommes d'affaires », dit-il avec dédain. « Ils veulent seulement profiter de connaissances qu'ils n'ont pas développées. » Mais Sophie réussit à briser ses défenses en parlant de sa grand-mère, de médecine populaire, de l'importance de rendre les traitements accessibles aux gens ordinaires. Progressivement, le docteur Saunier commença à s'ouvrir, reconnaissant en elle une sincérité qu'il trouvait rarement dans le monde des affaires. « Très bien, dit-il finalement, je vous aide, mais à une condition. Une partie des bénéfices doit être destinée à des recherches publiques. » Étienne accepta immédiatement, impressionné par la façon dont Sophie avait accompli l'impossible. Le projet du champignon devint l'obsession de Sophie durant les mois suivants. Elle travailla directement avec le docteur Saunier, apprenant la mycologie, supervisant la construction de laboratoires spécialisés, coordonnant des équipes de chercheurs. Mais le succès attira aussi de nouveaux ennemis. Laure, qui était restée silencieuse pendant des mois, réapparut comme consultante pour une entreprise concurrente, clairement déterminée à saboter le projet par tous les moyens possibles. Les sabotages commencèrent subtilement. Des équipements qui tombaient mystérieusement en panne, des contaminations inexplicables dans les cultures, des fuites d'informations confidentielles vers des concurrents. Sophie savait que ce n'étaient pas des coïncidences, mais prouver l'origine des problèmes était une autre affaire. La situation atteignit son paroxysme lorsque le docteur Saunier faillit avoir un grave accident dans le laboratoire. Une fuite de produits chimiques qui aurait pu être fatale fut évitée de justesse, mais l'incident montra clairement que quelqu'un était prêt à aller très loin pour nuire au projet. « C'est trop personnel pour être simplement de la concurrence commerciale », dit Sophie à Étienne ce soir-là. « Quelqu'un veut me voir échouer spécifiquement. » La confirmation vint d'une source inattendue. Isabelle, la directrice marketing qui avait toujours traité Sophie avec hostilité, la chercha discrètement après une réunion. « Je dois vous dire quelque chose, dit-elle, clairement mal à l'aise, à propos de Laure et de ce qu'elle prépare. Apparemment, Laure avait offert de l'argent à Isabelle et d'autres employés pour saboter le travail de Sophie, promettant des recommandations pour de meilleurs emplois quand le projet échouerait et que Sophie serait licenciée. « Je n'ai pas accepté », Isabelle s'empressa de préciser. « Mais d'autres ont accepté, et elle a un plan plus important pour l'événement de fin d'année de l'entreprise. » L'événement annuel de Leroy Entreprises était toujours un moment de reddition de comptes et de célébration, où les projets de l'année étaient présentés et les succès célébrés. Ce serait le moment où Sophie présenterait les résultats du projet du champignon, qui commençait enfin à montrer des résultats prometteurs. « Elle veut vous humilier publiquement », révéla Isabelle. « Elle a quelque chose de prévu pour cette soirée. »
Sophie décida de ne pas parler à Étienne de l'avertissement, sachant qu'il essaierait de la protéger d'une manière qui pourrait paraître paternaliste aux yeux des autres. Au lieu de cela, elle se prépara méticuleusement à toute éventualité. Mais avant l'événement, Sophie affronta un autre défi personnel qui l'ébranla profondément. Grâce à des contacts qu'elle avait établis lors de ses recherches généalogiques pour le bébé, elle trouva finalement des indices sur son père biologique. Robert Mercier était un avocat à succès à Lyon, marié, avec des enfants adultes, et une réputation respectable dans la communauté juridique lyonnaise. Quand Sophie rassembla enfin le courage de le contacter, l'accueil fut brutal. « Vous devez vous tromper », dit-il froidement durant l'appel téléphonique. « Je n'ai jamais eu de relation avec une femme appelée. Comment avez-vous dit que votre mère s'appelait ?»« Marie Dubois », répéta Sophie, la voix tremblante. « Vous vous êtes rencontrés à Paris dans les années 90. Elle travaillait dans une boutique de vêtements près du cabinet où vous faisiez votre stage. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut révélateur. « Même si c'était vrai, dit-il. Finalement, c'était il y a plus de 20 ans. Je n'ai aucune obligation légale ou morale envers vous. Je ne demande rien, essaya d'expliquer Sophie. Je voulais juste vous connaître, savoir un peu sur... Écoutez bien, Robert l'interrompit, sa voix devenant menaçante. J'ai une famille, une carrière, une réputation. Je ne permettrai pas qu'une opportuniste quelconque apparaisse maintenant en essayant de profiter de mon succès. Si vous continuez à me déranger, je prendrai des mesures légales. Sophie raccrocha les mains tremblantes, le cœur brisé. Elle n'espérait pas un père aimant après tant d'années, mais la cruauté du rejet la frappa plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Étienne la trouva en larmes dans la bibliothèque cet après-midi-là. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Immédiatement inquiet, Sophie raconta tout entre larmes et sanglots. Étienne la serra dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. « Il ne sait pas ce qu'il perd, » dit doucement Étienne. « Et tu n'as pas besoin de lui, Sophie. Tu as une famille maintenant. Tu as Hélène, tu as Mamie Céleste, et notre bébé aura tout ce que tu n'as pas eu. »« Je voulais juste comprendre d'où je viens, » murmura Sophie. « Tu viens d'où ? » ?»« Tu choisis de venir, » répondit Étienne. « Le passé ne définit pas qui tu es. Tes choix le définissent. » La conversation la fortifia d'une façon inattendue. Sophie réalisa qu'elle avait passé sa vie à chercher l'approbation et l'acceptation de personnes qui ne la méritaient pas. Maintenant, elle avait quelque chose de différent. Des personnes qui l'aimaient inconditionnellement. L'événement annuel de l'entreprise arriva un soir de décembre, tenu dans le grand salon d'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Sophie, maintenant enceinte de 8 mois, portait une robe élégante qui accommodait gracieusement son ventre proéminent. Elle se sentait puissante et belle, irradiant une confiance qui venait de l'intérieur. La présentation sur le projet du champignon fut un succès absolu. Les résultats préliminaires des tests montraient une efficacité exceptionnelle dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, avec un potentiel pour d'autres applications. Les investisseurs présents furent visiblement impressionnés. Ce projet, dit Sophie à l'audience de plus de 300 personnes, représente plus que du profit. Il représente l'espoir pour des millions de personnes qui souffrent de maladies, qui limitent leur qualité de vie. Les applaudissements furent enthousiastes, mais Sophie savait que le vrai test était encore à venir. Laure était présente à l'événement, élégante et froide, observant tout depuis une table proche. Ce fut pendant le cocktail que le piège fut activé. Un homme que Sophie ne reconnaissait pas s'approcha d'elle devant plusieurs invités. Influent. « Vous êtes Sophie Leroy ?» demanda-t-il à voix haute. « Oui, je suis Robert Mercier, avocat. J'ai une assignation judiciaire pour vous. » Sophie sentit le sang se glacer. C'était son père biologique, plus vieux et plus cruel qu'elle. Ne l'avait imaginé par la voix au téléphone, et il était là pour l'humilier publiquement. « Une assignation ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme malgré le tumulte intérieur. « Pour tentative d'extorsion et chantage », annonça Robert à voix haute, voulant clairement que tout s'entende. « Vous m'avez contacté récemment avec des allégations fausses sur la paternité, exigeant de l'argent et une reconnaissance. » Les conversations alentour s'arrêtèrent. Toutes les têtes se tournèrent vers la scène qui se déroulait. Sophie eut l'impression que le monde s'écroulait. « Ce n'est pas vrai, dit-elle. » Mais sa voix semblait faible même à ses propres oreilles. « Vous êtes une arnaqueuse, » poursuivit Robert, clairement préparé. « Vous avez profité de la bonté
de votre mari pour vous infiltrer dans une famille respectable, et maintenant vous essayez de faire la même chose avec moi. Sophie vit Laure sourire discrètement au fond de la salle. Tout avait été orchestré. Laure avait découvert sa recherche du père et l'avait utilisée contre elle. C'est alors qu'Étienne apparut aux côtés de Sophie, venu de nulle part, comme un ouragan silencieux. « Excusez-moi, dit-il, la voix basse mais chargée d'une autorité qui fit taire la salle entière. Vous venez de faire des accusations très graves contre mon épouse devant témoins. » Robert hésita pour la première fois, ne s'attendant clairement pas à une confrontation directe. « Je viens simplement... Vous venez simplement de commettre calomnie et diffamation, » l'interrompit Étienne. « Et par hasard, j'ai ici. » Il sortit son téléphone de sa poche, l'enregistrement complet de l'appel téléphonique que vous avez eu avec mon épouse il y a 2 semaines, où vous admettez connaître. Sa mère m'est refusé d'assumer toute responsabilité. Robert pâlit. Comme vous pouvez l'entendre, Étienne mit le téléphone en haut-parleur et la voix cruelle de Robert résonna dans le salon silencieux. Il n'y a eu aucune demande d'argent, juste une fille cherchant à connaître le père. Qui l'a abandonné? L'enregistrement détruisit complètement la version de Robert. Quand il se termina, le silence dans le salon était assourdissant. « Maintenant, dit Étienne, rangeant le téléphone, je suggère que vous partiez avant que je décide de porter plainte pour calomnie, diffamation et trouble dans un événement privé, et emporter cette fausse assignation avec vous. » Robert sortit rapidement, visiblement humilié, mais Étienne n'avait pas terminé. « Mesdames et messieurs, dit-il, montant sur une petite estrade pour que tous puissent le voir. J'aimerais profiter de ce moment pour faire quelques annonces importantes. » Sophie le regarda surprise. Il n'avait pas prévu de discours supplémentaire. « Premièrement, poursuivit Étienne, j'ai la fierté d'annoncer que le projet du champignon médicinal dirigé par mon épouse Sophie a été un succès complet. Les tests préliminaires ont dépassé toutes les attentes. Des applaudissements résonnèrent dans le salon. Deuxièmement, Étienne fit une pause, regardant directement Sophie. « Je veux parler de la femme extraordinaire qui est à mes côtés. Sophie n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle n'a pas fréquenté d'école d'élite. Elle n'avait pas de connexion familiale dans le monde des affaires. Mais elle a quelque chose qui ne s'achète pas et ne s'hérite pas. L'intégrité, la détermination et un cœur qui se soucie véritablement des gens. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ces derniers mois, poursuivit Étienne, j'ai vu des gens essayer de la rabaisser, de la saboter, de l'humilier, mais j'ai aussi vu qu'elle a surmonté chaque défi avec grâce et dignité. Je l'ai vue transformer une cuisine en art, un piano en poésie, un laboratoire en espoir. » Il se tourna directement vers elle. « Sophie, tu m'as appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle hérite, mais dans ce qu'elle construit. Pas dans ce qu'elle reçoit, mais dans ce qu'elle donne. » Étienne sortit quelques documents de la poche intérieure de son veston. « C'est pourquoi, dit-il, je transfère officiellement 50% de toutes mes actions dans Leroy Entreprises à toi, non pas comme un geste romantique, mais comme une reconnaissance de ta valeur réelle en tant que cadre, en tant que leader et en tant que visionnaire. » Le salon explosa en murmures de surprise. Sophie resta sans voix, les larmes coulant librement. Et finalement, Étienne sourit, « Je veux que tous sachent que dans 2 mois, quand notre bébé naîtra, il ou elle aura les parents les plus fiers du monde. » Les applaudissements furent assourdissants. Sophie s'approcha d'Étienne, qui l'embrassa devant tous les présents, scellant non seulement leur union, mais leur partenariat dans tous les sens. Plus tard, quand ils furent de retour à la maison, Sophie put enfin traiter tout ce qui s'était passé. « Tu savais qu'il apparaîtrait » demanda-t-elle à Étienne. « Je m'en doutais. Laure n'est pas très subtile dans ses vengeances. » Étienne caressa son visage. « Mais je ne savais pas qu'il serait si cruel. Et les actions, tu vas vraiment les transférer ?»« Je les ai déjà transférées. Les documents sont réels. » Étienne sourit. « Tu mérites cela, Sophie, et bien plus. » Sophie regarda l'homme qui était devenu son mari, son partenaire, son grand amour. Elle pensa au voyage qu'il avait amené jusque-là, de la jeune fille effrayée qui était entrée dans son bureau demandant de l'aide, à la femme qui allait maintenant devenir l'une des principales actionnaires d'une des plus grandes entreprises du pays. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» dit-elle. « Quoi ? Je ne changerai rien. Toutes les humiliations, toutes les difficultés, toute la douleur, tout cela m'a amené jusqu'à toi, jusqu'ici.
Étienne l'enlaça soigneusement, protégeant le ventre où leur bébé grandissait. « Et tu sais ce qui est encore plus incroyable ?» dit-il. « Quoi ? Ce n'est que le début. » Dans les mois qui suivirent, Sophie assuma officiellement la direction de l'innovation de l'entreprise, dirigeant non seulement le projet du champignon, mais aussi une nouvelle division axée sur les technologies médicales accessibles. Le projet devint un succès international, apportant un soulagement à des milliers de patients et des bénéfices extraordinaires pour l'entreprise. Plus important, Sophie devint un symbole au sein de la société. Non pas l'épouse du patron, mais une dirigeante respectée pour son propre mérite. Des personnes qui autrefois la méprisaient cherchèrent maintenant ses conseils. Des cadres qui avaient l'habitude d'ignorer sa présence se disputaient désormais son attention. Le bébé naquit un matin de février, une petite fille en bonne santé que Sophie et Étienne appelèrent Espérance. Mamie Céleste pleura en tenant son arrière-petite-fille, murmurant qu'elle n'avait jamais imaginé vivre pour voir tant de bonheur. « Elle a tes yeux », dit Étienne, observant sa fille qui dormait dans les bras de Sophie. « Et ta détermination », répondit Sophie, remarquant comment la petite serrait son doigt avec force. 2 ans plus tard, Sophie était sur la scène du plus grand congrès d'innovation médicale d'Europe, présentant les résultats d'une nouvelle ligne de recherche qui promettait de révolutionner le traitement du cancer. L'auditoire de plus de 1000 personnes l'écoutait avec une attention respectueuse, non parce qu'elle était l'épouse d'Étienne Leroy, mais parce qu'elle était Sophie Leroy, l'une des principales chercheuses en médecine appliquée du pays. Au premier rang, Étienne tenait Espérance sur ses genoux, les 2 personnes les plus importantes de sa vie observant la 3e briller sur scène. À côté d'eux, Hélène et Mamie Céleste souriaient fièrement, sachant qu'elles avaient aidé à élever non seulement une cadre accomplie, mais une femme qui n'avait jamais oublié d'où elle venait. À la fin de la présentation, Sophie regarda l'auditoire qui l'applaudissait debout et ressentit une profonde gratitude. Ce n'était pas seulement pour la reconnaissance professionnelle, mais pour le voyage qui l'avait amené jusque-là. Chaque humiliation s'était transformée en force, chaque rejet était devenu détermination, chaque larme s'était changée en sagesse. Elle avait commencé comme une jeune femme désespérée, demandant de l'aide pour sauver sa grand-mère. Maintenant, elle était une femme qui aidait à sauver des vies à travers le monde. Elle avait commencé comme une stagiaire, méprisée par ses collègues. Maintenant, elle était une leader respectée qui inspirait les autres à poursuivre leurs rêves. Plus important, elle avait appris à aimer sans s'effacer, à grandir sans oublier ses racines, à réussir tout en restant fidèle à elle-même. Lorsqu'elle descendit de scène, Étienne l'attendait avec espérance dans les bras et un sourire qui valait plus que tous les applaudissements du monde. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Sophie regarda sa fille qui babillait joyeusement, son mari qui l'aimait inconditionnellement, les personnes qui étaient devenues sa véritable famille. Elle pensa à la maison de Neuilly-sur-Seine, qui était maintenant vraiment son foyer, à l'entreprise qu'elle aidait à construire, à l'avenir plein de possibilités qui s'étendaient devant elle. « Comme si j'étais exactement là où je devais être », répondit-elle. Et pour la première fois de sa vie, Sophie Dubois, Leroy savait avec une certitude absolue qu'elle disait la vérité.